Bonsoir. Alors ça a dû voilà, ça y est. Voilà, donc on va peut-être, il y a déjà des gens qui sont connectés. Bonsoir tout le monde. Alors on va commencer pour ne pas se retarder, trop. Donc déjà bienvenue à tous sur, la plateforme de webinaire Mes réponses sur la fertilité et bienvenue à la Société européenne de fertilité. La Société européenne de fertilité a été créée pour soutenir, pour sensibiliser et éduquer les patients qui doivent se battre pour devenir parents et qui doivent passer par une PMA. Et pour cela, nous invitons régulièrement les meilleurs experts afin de mieux vous informer sur toutes les solutions disponibles et vous aider à prendre les décisions qui sont peut-être parmi les décisions les plus importantes de votre vie. Donc, je m'appelle Stéphanie Tout-le-Monde, je suis coach en fertilité, je suis spécialisée en accompagnement émotionnel des protocoles PMA. Et aujourd'hui, je vais uniquement animer ce webinaire au cours duquel on va parler de la FIV et des traitements de fertilité pour les femmes de plus de 40 ans avec le docteur Vladimiro Silva. Donc, notre expert invité aujourd'hui est le docteur Silva, qui est embryologue, fondateur et directeur du laboratoire de FIV de Ferticentro et Procriar, qui sont deux des principales cliniques de fertilité au Portugal. Dr Silva est un habitué de nos webinaires et je suis sûre qu'il vous apportera de nombreuses clarifications sur le sujet. Je le laisserai se présenter un peu plus en détail par la suite. Je voulais juste vous préciser que l'événement est enregistré, mais que l'anonymat des participants est respecté à tout moment. L'enregistrement sera disponible dès demain sur la plateforme et sur la chaîne YouTube de Mes réponses sur la fertilité. On va d'abord, dans un premier temps, commencer par la présentation du docteur Silva. Et à la suite, on va passer à la séance de questions-réponses. Donc surtout, pendant la présentation, n'hésitez pas à écrire dans le chat toutes vos questions. Encore une fois, elles vont être anonymes et on y répondra, le docteur Silva y répondra à la fin de la présentation. Donc je vous laisse la parole, docteur Silva. Bonjour Stéphanie, bonjour à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici avec la Société européenne de la fertilité. Et voilà, on avance avec la présentation d'aujourd'hui. Je vais partager mon écran, donc 30 secondes. Vous voyez mon écran maintenant? Oui. C'est bon, donc voilà, ça y est. Et donc, on commence. Okay. Donc, ce soir, on va parler de la FIV et traitement de fertilité pour les femmes de plus de 40 ans. Quelles sont vos chances? Ça, c'est le titre de cette présentation. Et moi, je m'appelle Vladimir Silva. Je suis le directeur exécutif de Ferticentro et Procriar, de clinique portugaise de PMA. Et bon, on y va. Donc, avoir un enfant dans un âge materne avancé est actuellement une tendance mondiale. Il est aussi un cancer des sociétés occidentales. Par exemple, dans une recherche relativement rapide que j'ai fait en France, aux États-Unis, en Angleterre, on a vu qu'il y a pas mal de nouvelles sur ce sujet. C'est quelque chose qui intéresse notre société. Par exemple, en France, 5% des bébés ont une mère plus de 40 ans et cette nouvelle, c'était de l'année 2016. J'imagine que les chiffres, entre-temps, ont monté. C'est un peu une question générationnelle, oui, parce que, par exemple, voici, ce sont aussi des chiffres qui correspondent à la France. On voit que dans la décade 1960, de 1960, c'était relativement normal d'avoir des cas, des familles dans lesquelles la mère avait plus de 40 ans au moment de l'accouchement. Ces chiffres ont diminué fortement et en 1980, ça a commencé à remonter. Pourquoi? Bon, je pense qu'ici, c'est la PMA
qui a commencé à traiter ce sujet. Et bien sûr, c'était aussi une question de notre société parce qu'on sait que les mères décalent la maternité pour des âges plus avancés. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit partout. Mais ce qui est curieux, c'est dans le graphique du côté droit, c'est que lorsque en 1967, par exemple, la majorité, 76% des cas de merde après les 40 ans, c'était des femmes qui avaient son troisième enfant ou plus. Et lorsque, actuellement, dans ce cas 2014, c'est que 44% des cas qui correspondent aux femmes, 44% des femmes ont le troisième enfant, et donc les premières naissances après les 40 ans ont augmenté très significativement. Donc, au passé, avoir un enfant après les 40 ans, c'était le troisième, le quatrième enfant de la femme, lorsqu'actuellement, ça commence à être le premier enfant de cette femme. J'ai mis aussi ce graphique parce que il y a une curiosité parce que c'est aussi une question d'éducation pour la fertilité. On voit par exemple dans ce questionnaire au niveau européen que les chercheurs ont posé la question à pas mal de personnes de toute l'Europe, quel est l'âge à partir de laquelle la femme est trop âgée pour être mère. Et on a vu qu'il y a des pays, dont la France, dans lesquels les personnes pensent, et aussi le Royaume-Uni, la France n'est pas seule dans cette situation. Donc en France, tel qu'au Royaume-Uni, tel que à la Norvège, par exemple, la réponse majoritaire, c'était à partir des 45 ans, ce qui est complètement pas correct. Okay? Au Portugal, nous sommes légèrement mieux, mais donc on voit que en fait, la fertilité commence à diminuer. On sait que la fertilité commence à diminuer à partir des 35 ans, et donc c'était que donc, c'est pour ça que cette notion est complètement pas correcte et ça gère bien sûr des cas d'infertilité. Une autre chose que j'ai mis ici, quelle est la cause de pourquoi est-ce que les personnes décalent la maternité? Bon, ça c'est très associé au niveau d'éducation des femmes. On voit que dans les pays, dans tous les pays, on voit que les femmes qui sont plus éduquées ont des enfants dans un âge un peu plus tardif. Et donc, ce graphique est aussi très intéressant parce qu'il y a une liaison entre le taux de chômage des femmes, donc le pourcentage de femmes qui travaillent, qui est ici. Du côté droit sont les femmes qui sont plus employées et du côté gauche, on a le taux de fertilité. Et donc, on voit qu'il y a une relation. Donc, actuellement, on peut dire que les femmes travaillent pour gagner de l'argent, pour, disons, payer les dépenses de ces enfants. C'est une réalité des sociétés modernes. Donc, c'est complètement le contraire de ce qui se passait dans les années 60. De toute façon, même avec toutes ces barrières à la maternité, et qui causent le délai de la maternité pour pas mal de personnes, ça arrive quand même. Et on voit un peu partout dans la communication sociale, dans les réseaux sociaux, on voit qu'il y a quand même des femmes qui ont des enfants après les 40 ans. J'ai mis quelques exemples de célébrités, Uma Thurman, Salma Hayek, Meryl Streep, Gwen Stefani, Mariah Carey, Nicole Kidman, Brooke Shields, Kim Basinger, Susan Sarandon, Gina Daisy, Celine Dion, Halle Berry,
etc. Il y a pas mal de personnes qui ont eu des enfants après les 40 ans et ce sont des femmes comme toutes les autres. Le fait qu'elles ont peut-être plus d'argent que la majorité des personnes ne signifie rien par rapport à sa capacité fertile. Et donc, il faut savoir exactement comment ça s'est passé parce que dans ce qu'on voit dans la presse, c'est pas toute l'histoire. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de toutes ces femmes, tant que toute autre femme, pour pouvoir avoir un enfant un peu plus tard dans sa vie. Bon, alors, commençons par le début. Quel est le problème avec l'âge materne avancé? C'est ça. Ce qu'on voit ici dans ce graphique, ça, c'est pas un graphique qui concerne la PMA. Ça, c'est le taux de fertilité normale de l'espèce humaine. Et on voit que nous, en tant qu'espèce, nous ne sommes pas une espèce très fertile, c'est-à-dire un homme et une femme qui sont les deux en bonne santé, qui n'ont pas de problème, ont une probabilité de grossesse de 25% à chaque mois. Okay? Et donc, à partir de l'âge de 35 ans, ce chiffre va commencer à diminuer et ça va être presque nul à l'âge de la ménopause des femmes. Par contre, le taux de fausses couches augmente et ça commence à 5% et ça devient très élevé, même aux alentours de 50% à l'âge de 46 ans. Et donc, c'est pour ça, c'est ici qu'il y a le problème. Donc, on voit qu'à partir des 35 ans, la probabilité d'avoir des difficultés, c'est-à-dire la probabilité d'infertilité commence à être réelle. Et surtout à partir des 38-39 ans, on voit que la probabilité d'avoir une fausse couche est même supérieure à la probabilité de tomber enceinte. Okay? Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et on sait que, et donc, ça, c'est la difficulté. Et quel est donc le problème associé pourquoi est-ce que ça arrive? Bon, du côté gauche, on voit dans ce graphique que le pourcentage d'embryons euploïdes, c'est-à-dire avec une constitution chromosomique correcte, diminue très significativement et d'une façon très claire avec l'âge materne avancé. On commence avec 60% des embryons normaux. Ça, c'est une étude qui a été publiée après plus de 20 000 embryons testés et on voit que ça tombe pour moins de 20% des embryons viables. La même chose ici, par exemple, ceci est une étude qui a été faite sur les traitements de PMA et on voit que la probabilité d'avoir au moins un embryon euploïde, c'est-à-dire un embryon viable, va diminuer fortement, surtout à partir des 35 ans. Ça chute énormément, ça va être presque à zéro à l'âge de 45%. Et donc, ça, c'est le problème de l'âge avancé. On voit la même information d'une manière légèrement différente. Ici, en vert, en rouge, on a la probabilité de grossesse, donc ça commence à 40%, et donc ça commence à diminuer très fortement. Lorsque en bleu, on a la probabilité d'avoir des embryons anéuploïdes, c'est-à-dire des embryons qui portent des anomalies génétiques qui augmentent énormément à partir des 35 ans. On a aussi en vert le taux de fausse couche et ça augmente énormément. C'est la même chose que nous avons vu dans l'autre graphique. Et qu'est-ce que c'est ça, les anomalies chromosomiques? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on parle par exemple, des trisomies. On connaît la trisomie 21, c'est peut-être la plus fameuse des trisomies. Et on voit que, par exemple, la probabilité d'avoir une trisomie augmente énormément, encore une fois, à partir des 34 ans. Et quand nous sommes à 40 ans, ça, c'est déjà dans les 35%. Et ici, on voit dans ces ballons, on voit
l'âge moyen de la femme à la naissance de son premier enfant. On voit que nous avons passé en 1970, c'était à 26 ans et maintenant c'est déjà au-delà de 30 ans. Et ça signifie que on va monter cette courbe de la probabilité de trisomie très rapidement et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça et voilà. Donc, encore sur le même thème, concernant spécifiquement la trisomie 21, on voit que le risque de trisomie commence à être 1 sur 1064 naissances à l'âge de 25 ans, lorsque à 40 ans, c'est déjà 1 sur 53. Donc, c'est beaucoup plus significatif. Et bien sûr, associé à l'âge maternel avancé, il y a les risques obstétriques, c'est-à-dire l'hypertension, la prééclampsie, le diabète gestationnel, la mortinatalité, qui passe d'être 0,47% avant les 35 pour 0,81% après les 40 ans. Il y a quand même d'autres types de risques obstétriques, notamment placenta previa, la probabilité d'avoir une césarienne et tout ça. Mais on voit que le risque, bien que ça augmente, par exemple, le diabète gestationnel passe de 1% à 4,5%, ça reste dans les valeurs qui sont quand même faibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, il y a l'effet âge concernant le risque obstétrique. Il y a ça, on peut faire rien. L'âge, c'est ce qu'il est. On n'a pas une manière de changer l'âge des femmes. On ne peut pas faire le temps aller en derrière, mais on voit que le risque reste quand même faible. Okay. Et donc, avec une bonne hygiène de vie, avec un bon suivi de grossesse, on peut gérer ce risque. Et donc, c'est pour ça que les femmes qui ont plus de 40 ans et qui souhaitent avoir un enfant, il faut faire attention, il faut prendre des mesures pour contrôler et assurer surtout un bon suivi médical. Donc, c'est vrai que les risques augmentent significativement, mais son incidence reste quand même faible. Pourquoi? Parce que typiquement, les femmes qui sont plus âgées, ce sont aussi des femmes qui font beaucoup plus d'attention, qui contrôlent mieux les risques et tout ça. Je m'excuse un peu pour le bruit. Je suis chez moi, il y a des sons qui viennent de l'extérieur. Donc, il faut, comme je disais, évaluer chaque patiente individuellement, car toutes les patientes sont différentes. Il faut discuter les risques des grossesses associées à la grossesse plus tardive avec les patientes. Il faut que les patientes prennent des décisions informées et surtout, très importante, il faut éviter les grossesses multiples, c'est-à-dire les grossesses gémellaires ou les grossesses triples, etc. Et bien sûr, avancer seulement si la procédure est trouvée sauve pour la maman et le futur bébé. Cependant, la réalité, et probablement la réalité d'une grande partie des personnes qui assistent à ce webinaire, c'est que vous avez 40 ans et vous désirez avoir un enfant. Donc, voilà. Ça, c'est la réalité. On ne peut pas faire le temps aller en derrière. Et donc, il faut que nous nous parlions pour voir comment est-ce qu'on va le faire. Donc, tout se démarre avec l'évaluation initiale. Donc, pour évaluer, la première chose à faire, c'est bien sûr évaluer les risques de la grossesse. Est-ce que ce risque est acceptable? Est-il possible d'avoir une grossesse sans souci pour la patiente et le bébé? En cas affirmatif, c'est-à-dire si oui, si tout est bon, si on peut contrôler les risques, si on peut gérer ce processus avec la femme, on avance pour la deuxième étape. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'évaluation
de la réserve ovarienne. Donc, quel est le but de cette étape? Bien sûr, c'est de vérifier s'il est possible que la femme tombe enceinte, d'avoir réussir une grossesse avec les ovocytes de la patiente. Est-ce que la patiente, par exemple, il faut aussi, la première chose à faire, et donc ça, c'est un message pour les femmes moins âgées qui nous écoutent. Par exemple, si les femmes ont encore des ovocytes, des ovocytes qui ont été congelés dans un âge plus jeune, ça sera parfait. Okay? Parce que dans ce cas, elles seront ses propres donneuses d'ovocytes. Si ce n'est pas le cas, et bien sûr, dans la grande majorité des cas, les femmes ne congèlent pas ces ovocytes. Donc, s'il n'y a pas d'ovocytes congelés, peut-être qu'on peut envisager un DPI, c'est-à-dire le diagnostic préimplantatoire avec PGTA, avec le dépistage d'anéuploïdie, c'est-à-dire d'anomalie chromosomique numérique, ou peut-être que le dernier recours sera le don d'ovocytes si les ovaires de la femme ne marchent plus. Il faut aussi regarder les autres paramètres, c'est-à-dire les conditions d'implantation, notamment l'intégrité de l'utérus. Par exemple, il y a des femmes qui ont fait pas mal de chirurgie. Regarder la réceptivité de l'endomètre, le microbiome, l'environnement immunitaire. Enfin, il y a plusieurs de paramètres auxquels il faut faire attention. Et on sait que, bien sûr, pour les femmes plus âgées, pour les femmes après les 40 ans, tous ces paramètres sont, c'est-à-dire tous les risques associés à ces paramètres augmentent. Okay? Cependant, la majorité de nos patientes a plus de 40 ans et nous avons des taux de réussite qui sont fantastiques. Et quand je dis nous, je parle au nom de toutes les cliniques de PMA. Okay? Donc, c'est-à-dire, nous sommes déjà capables, bien sûr, parfois pas de la manière que la femme envisage au début, mais bon, il y a des solutions pour presque la totalité des patientes qui cherchent à avoir un enfant après les 40 ans. Donc, première chose à évaluer, peut-être la plus importante, le paramètre le plus important de cette discussion, la réserve ovarienne. Qu'est-ce que c'est la réserve ovarienne? On parle essentiellement de deux hormones. La première de ces hormones, c'est l'hormone FSH. Je ne veux pas vous donner une classe de biologie, justement pour vous rappeler que l'FSH est une hormone qui est produite dans une partie du cerveau qui s'appelle pituitaire, et cette hormone va stimuler les follicules qui sont dans les ovaires. Okay? Et sous l'effet de l'FSH, on va avoir des ovocytes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si l'ovaire répond à l'action de l'FSH, les ovaires produiront de l'estrogène. Et le cerveau va détecter les estrogènes et donc il arrêtera la production d'FSH parce que le corps de la femme va comprendre que l'FSH disponible est déjà suffisante pour assurer un bon développement des follicules. Par contre, si les ovaires ne répondent pas à l'FSH, le cerveau va augmenter la quantité d'FSH qu'il produit. C'est pour ça que les femmes qui sont ménopausées, les femmes qui ont une pire réserve ovarienne ont des valeurs d'FSH augmentées. Pourquoi? Parce que le cerveau va produire cet FSH, mais l'ovaire ne va pas répondre d'une façon proportionnelle. Et donc, c'est pour ça que cet indicateur est aussi important. Et on voit qu'il y a une relation directe entre l'FSH et la probabilité de grossesse. Par exemple, dans le graphique du côté gauche, on voit que la probabilité de naissance est inversement liée à l'avancée de l'âge, ça on le savait déjà, mais même pour des âges plus jeunes, les FSH plus élevés, par exemple une FSH de 12, même pour une femme âgée de 30 ans, est associée à une probabilité d'avoir un enfant plus faible que par exemple une FSH inférieure à 3 pour une femme âgée de 40 ans.
Okay? Et donc, c'est l'importance de cette hormone. Ici, on voit les choses d'une manière légèrement différente. En vert, on a les résultats avec une FSH normale. Et donc, dans les autres lignes, on voit les femmes qui ont une FSH plus élevée, c'est-à-dire borderline, ça signifie marginalement augmenté, déjà augmenté et des niveaux compatibles avec la ménopause. On voit que parfois la grossesse n'est pas impossible, mais elle est très proche de zéro. Donc ça devra être évalué soigneusement. Alors, encore plus importante que le FSH, c'est l'AMH, c'est l'hormone antimüllérienne. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une hormone qui est produite par les follicules ovariens quand ils sont prêts à être recrutés par les FSH. Donc, pour être rapide, toutes les femmes sont nées avec environ 2 millions de follicules ovariens. Ce ne sont pas des follicules matures, ce sont ce que nous appelons des follicules primordiales. Après, à l'âge où la femme a ses premières règles, cette quantité de 2 millions est déjà diminuée à 400 000 à peu près. Et donc, à chaque mois que la femme a son ovulation, entre ces 400 000 est libérée dans la trompe. S'il y a une fécondation, on aura une grossesse. S'il n'y a pas de fécondation, la femme aura ses règles et tout recommencera dans le cycle menstruel suivant. Et donc, dans le moment où ces 400 000 follicules sont développés par les 400 000 en même temps, donc il y a des ensembles d'ovocytes qui se développent à chaque mois. Donc, dans le moment où ils sont prêts à participer dans un cycle ovulatoire, ils produisent cette hormone, l'AMH. Et donc, c'est pour ça que cette hormone est indicateur très fiable de la quantité d'ovocytes qui sont aux ovaires disponibles pour participer dans un procès d'ovulation. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, et la relation est presque parfaite. On voit que jusqu'à l'âge de 35 ans, il faut qu'une femme ait une AMH entre 2,5 et 3. Ça correspond à un niveau normal, mais après les 35 ans, le niveau d'AMH commence à diminuer. Et bien sûr, avec la diminution des niveaux d'AMH, il y a une diminution de la probabilité de grossesse. Donc, pour mémoire future, disons, les critères pour un pronostic normal sont une FSH inférieure à 15, une AMH supérieure à 0,5, okay? Nanogrammes par millilitre. Il faut faire attention aux unités parce que différents laboratoires utilisent des unités différentes. Mais ça, c'est le plus important. Alors, cependant, on voit que, bien sûr, les statistiques de la PMA, ici sont les chiffres de la PMA aux États-Unis, les derniers chiffres, on voit que la probabilité de grossesse diminue fortement avec l'âge. On ne peut pas oublier ça. Ici, c'est la même information en termes de grossesse et en termes de naissance. Ce n'est pas une différence énorme. Ici, c'est des enfants, des grossesses qui ne sont pas multiples, c'est-à-dire les grossesses non gémellaires. Mais on voit que sans doute, c'est clairement, tel que dans toutes les autres graphiques, c'est à partir des 35 ans que ça commence à diminuer. Et voilà, où sont les 40 ans, cette population est encore moins significative. Alors, pardon, je suis désolé. Je vais juste... Bon, continuons. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour identifier quels sont les... Qu'est-ce qu'on peut faire pour identifier quels sont les cas où on peut faire le traitement encore avec les ovocytes de la femme? Parce qu'on voit ici qu'il y a quand même encore une probabilité, mais que cette probabilité est faible. Donc, on peut faire ce que nous appelons des tests génétiques. Et on voit qu'avec, à partir des 38-40 ans, on voit que 60% des embryons
portent des anomalies génétiques. Et donc, c'est à partir d'ici, c'est à partir de l'âge de 39 ans que nous recommandons de tester l'embryon. Pourquoi? Pour que, pour que l'embryon, parce que si on peut savoir si un embryon a une constitution chromosomique normale, la probabilité de grossesse sera forcément supérieure. Et lorsque, avant ça, on peut jouer un peu avec ce que la nature nous donne. Et donc, le DPI, le diagnostic préimplantatoire, c'est un test où on va prendre un embryon, on va enlever un ensemble de cellules de cet embryon, on va analyser ces cellules au laboratoire et on va tester, vérifier si elles ont un contenu chromosomique normal. Si ça c'est le cas, la probabilité de grossesse sera pareille à celle qui arrive avant les 35 ans, lorsque si l'embryon a une constitution chromosomique anormale, ça signifie qu'il faut on ne peut pas utiliser cet embryon parce qu'il ne va pas donner une grossesse viable. Ici, on voit cette même information. Par exemple, dans les barres gris, on voit que la probabilité de grossesse est à peu près la même pour tout groupe d'âge. Okay? On voit que ça, dans les cas où on fait le DPI, c'est-à-dire dans le cas où nous transférons vers l'utérus que les embryons qui ont une constitution chromosomique normale, lorsque en orange, on voit les résultats obtenus dans un cadre dans lequel nous transférons tous les embryons sans les tester. Le DPI ou le PGTA ne va pas améliorer la qualité embryonnaire, il va tout simplement nous aider à sélectionner les embryons les plus viables. Mais c'est pour ça qu'avec un DPI, nous avons une probabilité de grossesse supérieure. Pourquoi? Parce que nous ne transférons que les embryons les plus viables. Et donc, dans ce cas, les échecs d'implantation sont essentiellement associés à des problèmes au niveau utérin. On voit les mêmes choses au niveau des taux de fausses couches dans le graphique du milieu. On voit ici qu'il n'y a pas une différence énorme dans la probabilité de fausse couche pour tout groupe d'âge, mais on voit que si on ne fait pas le DPI, de fausse couche, c'est du côté droit. On voit que les fausses couches augmentent avec l'âge, comme nous avons vu dans les autres graphiques. Si on part d'une population à laquelle nous transférons tous les embryons obtenus, si on fait le DPI, c'est-à-dire si nous ne transférons que les embryons normaux, on voit que la probabilité de fausse couche reste stable. La même chose pour la probabilité d'accouchement. Donc, l'intérêt du DPI, c'est pas améliorer la qualité des embryons, c'est surtout de nous donner des informations qui nous aident à prendre des décisions informées sur la viabilité embryonnaire et surtout pour aider les patientes à prendre des décisions informées sur leur futur reproductif. Une autre chose qu'on peut faire ensemble avec les DPI, surtout pour les femmes qui ont un âge plus avancé, c'est le cumul ovocitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, il y a des femmes qui ont une faible réserve ovarienne auxquelles on fait des stimulations et que nous avons pour obtenir, et nous n'avons que 1, 2, 3, disons 4 ovocytes. Et donc, au lieu de féconder ces 4 ovocytes et avancer avec le DPI, on peut congeler les ovocytes, recommencer la stimulation, accumuler des ovocytes et avancer avec la fécondation seulement après avoir un nombre suffisant d'ovocytes ou au moins un nombre d'ovocytes qui nous donne une chance un peu plus élevée. Ça a l'avantage d'économiser le coût de liquide, de féconder les ovocytes et le coût de faire des procédures indépendantes, c'est-à-dire de faire des DPI à chaque fois que nous fécondons un ovocyte ou un ensemble d'ovocytes prélevés après une ponction ovarienne. Donc,
c'est une chose que nous conseillons beaucoup de fois à nos patientes. Donc, c'est un peu une discussion personnelle que nous avons avec les patientes. Nous demandons aux patientes, bon, est-ce que vous souhaitez essayer une fois, voir si ça marche ou pas, ou est-ce que vous souhaitez vraiment aller au bout des possibilités et faire une, deux, trois stimulations pour accumuler des ovocytes et avancer à ce moment-là. OK? Donc, si ça ne marche pas, si nous n'avons pas un nombre d'ovocytes suffisant, ou si nous n'avons que des embryons qui portent des anomalies, donc dans les cas où il n'est pas possible d'avoir une grossesse avec les ovocytes de la femme, on peut penser au don d'ovocytes. C'est une réalité qui est plus en plus habituelle dans notre monde. C'est aussi une solution de dernier recours. C'est beaucoup de fois la seule solution possible, mais c'est aussi la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est aussi la solution qui met plus de chance du côté des patientes. Pourquoi recourir aux don d'ovocytes? La première réponse, c'est parce que ça marche. Okay, on voit ici le pourcentage de grossesse pour groupe d'âge avec le don d'ovocytes et on voit que c'est à peu près le même pour tout groupe d'âge quand on voit la probabilité de grossesse avec les ovocytes de la femme, comme nous avons vu dans les autres graphiques, ça va diminuer fortement à partir des 35 ans et la probabilité reste presque nulle à partir d'un certain âge. Et donc, le don d'ovocytes permet aux femmes âgées 42, 44, 46, etc., avoir une probabilité de grossesse pareille à celle des femmes âgées 30, 32 ans, et même supérieure à ce groupe de femmes quand elles utilisent ses propres ovocytes. Pourquoi? Parce que les donneuses sont des femmes qui sont fertiles, qui ont été sélectionnées parce qu'elles sont plus fertiles que la majorité de la population, et donc c'est normal. Ce sont les résultats qu'on attendait. Comment ça se passe le don d'ovocytes? Bien sûr, nous recommandons que ça soit fait avec des donneuses non anonymes pour respecter le droit des enfants d'accéder à ses origines. Le don d'ovocytes devra être fait d'une façon transparente, limitée dans le sens où il ne faut pas stimuler plusieurs fois les donneuses, il faut respecter les droits de la donneuse, il faut que ce soit un don éthique, il faut que le traitement soit bien contrôlé, c'est-à-dire pour savoir exactement pour avoir traçabilité, accès aux informations, avec un soutien psychologique parce que les donneuses vont partager son identité, donc il faut qu'elle soit complètement informée, consciente de sa décision et naturellement que ça soit accessible, que ça soit abordable, que ça soit sans liste d'attente. Une petite information, actuellement, avec les banques d'ovocytes qui existent au niveau international, c'est possible de commander un kit pour prélever l'ADN de la muqueuse orale et avec ça, on peut savoir, on peut envoyer notre ADN vers une banque d'ADN aux États-Unis, par exemple, et on sait qu'il y a actuellement des banques d'ADN qui ont plus de 30 millions dans sa base de données, l'ADN, des informations génétiques concernant plus de 30 millions de personnes. C'est-à-dire, actuellement, il est extrêmement facile de trouver l'identité des donneurs. Et donc, la vraie différence qui existe, c'est entre trouver un donneur de sperme ou d'ovocyte ou une donneuse d'ovocyte sans qu'elle le souhaite ou avoir une donneuse d'ovocyte qui est d'accord pour partager son identité avec l'enfant qui a été né, qui est né, une donneuse qui attend d'être contactée dans l'avenir, qui sait qu'elle pourra être contactée, au contraire par exemple, ce qui se passe avec les donneuses
anonymes qui pensent qu'elles restent encore anonymes et qui sont accidentellement découverts avec ces banques d'ADN. Même si elle n'envoie pas son ADN vers la banque d'ADN, il suffit que 2 ou 3 de ses cousins envoient son ADN et c'est possible de trianguler l'information et trouver l'identité de la donneuse. Donc actuellement, c'est pour ça que cet article a été publié il y a déjà 7 ans. C'est pour ça qu'on dit actuellement que les donneuses anonymes n'existent pas. Ce qui existe sont des donneuses qui souhaitent être contactées et les donneuses qui sont trouvées dont son identité est révélée contre sa volonté. Une chose qui est très importante, et je parlerai un peu plus en détail sur ça, c'est le choix de la donneuse, parce que pour les grossesses après les 40 ans, il faut sans doute penser à essayer avec les ovocytes de la femme. Il faut mettre toutes les possibilités du côté de la femme, mais il faut aussi penser à l'option du don, ou au moins savoir comment ça se passe. Donc, le choix de la donneuse est quelque chose de très important. Il faut penser, bien sûr, le processus de prise de décision devra contempler, bien sûr, le choix de la clinique, la structure personnelle, financière, sociale que vous avez dans votre entourage et, bien sûr, choisir la donneuse. Donc, il faut penser qu'au moment du choix de la clinique, il faut surtout établir une relation de confiance et à long terme, parce qu'on sait que la PMA est toujours un procès, pas toujours, mais elle est souvent un procès long, il est un procès plein de difficultés, et donc il faut, par exemple, normalement, nous essayons, on commence à essayer avec les ovocytes de la femme, et finalement, s'il s'avère que c'est vraiment pas possible, il faut passer au don d'ovocytes. Et donc ça, c'est pas possible de se faire sans une bonne relation de confiance envers l'équipe médicale et envers les protocoles de traitement, parce que si nous sommes tous d'accord, si nous sommes tous d'accord, ça pourrait être problématique. Donc, il faut demander aux cliniques des informations claires concernant la manière comme les données sont choisies, évaluer qu'est-ce que la loi permet, qu'est-ce que la loi ne permet pas. Il faut être clair concernant ce que vous avez besoin, le type de communication plus empathique, plus pragmatique, plus technique, plus simple. Contact, toujours en contact, seulement si nécessaire. Et bien sûr, parler de tout ce qui intéresse le patient. L'épigénétique, la génétique, enfin, qu'est-ce qui compte, quelles sont les caractéristiques physiques les plus importantes, est-il important de considérer les caractéristiques physiques ou peut-être les caractéristiques plus sociales, qu'est-ce qui compte. Donc, je peux faire un peu le tour sur comment ça se passe au Portugal. On fait les examens à nos donneuses qui ont entre 18 et 34 ans. Et 34 ans, c'est un impératif légal. Il n'y a pas de restriction de nationalité et ou de fertilité, parce que la loi portugaise ne limite pas le don aux personnes qui ont déjà leurs propres enfants. En réalité, par exemple, la majorité de nos donneuses n'ont pas encore ses propres enfants. On garde et nous partageons toujours l'information concernant le niveau d'études, la motivation des donneuses, donc ce sont des facteurs importants, et surtout nous partageons le profil de nos donneuses. Nous avons un profil plus basique, mais actuellement, la grande majorité de nos donneuses a déjà ce que nous appelons un profil détaillé. Ici, c'est seulement un exemple du type d'information que nous avons. Ça, c'est un profil réel. Par exemple, dans ce cas, c'est un donneur de sperme, mais c'est la même chose. On a des informations
sur les caractéristiques physiques, sur le niveau d'études, sur la personnalité, sur le mode de vie, options, expériences, un message pour les récepteurs, enfin, des informations qui semblent peut-être un peu plus bêtes, mais qui aident à formuler l'image de la donneuse dans ce cas, parce qu'il faut penser qu'il ne faut pas oublier que la donneuse est une jeune femme qui a donné ses ovocytes pour aider quelqu'un à devenir maman. Et donc, ça, c'est très important de ne pas oublier qu'il y a une personne derrière. C'est-à-dire, quand nous travaillons avec des donneuses non anonymes, parce qu'on sait que le fait d'être né à partir d'un don sera probablement quelque chose qui fera part de la vie, de l'identité de votre enfant. Et donc, il faut, à notre avis, c'est préférable, c'est important parce que dans ce profil, vous aurez toutes les informations auxquelles votre enfant aura l'accès jusqu'à l'âge de 18 ans. Et donc, c'est plus important, même peut-être que les caractéristiques physiques, bien sûr, il faut respecter certains paramètres, mais plus important que ça, parce que les enfants savent déjà, à partir du moment où ils sont informés, bien sûr, ils savent que les caractéristiques physiques, 50% de ces caractéristiques viennent de la donneuse. Et donc, mais pour eux, ces caractéristiques, il les connaît déjà parce qu'il porte ces caractéristiques. Ce qu'ils ne savent pas, c'est quel type de personne est la donneuse. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir ce genre d'informations, surtout pour la construction de l'identité des enfants nés après le don. Alors, une autre chose très importante, ce sont les tests génétiques qu'on fait aux donneuses auparavant. Actuellement, on peut faire des tests pour exclure jusqu'à plus de 2200 maladies récessives. Le type de testage qu'on fait aux donneuses a beaucoup augmenté lors des dernières années. C'est quelque chose que, et donc, à cause, par cette raison, les traitements avec don d'ovocytes sont beaucoup plus saufs que les traitements avec les ovocytes du couple. C'est normal parce que les donneuses sont beaucoup plus sélectionnées et nous avons déjà la capacité d'exclure le risque pour un ensemble très grand de maladies. Donc, enfin, concernant le don, il faut faire il n'y a pas de mauvaise ou bonne donneuse. Okay? Les ovocytes de la donneuse ne sont qu'une partie du procès de traitement et donc il faut faire attention à tous les détails. Il faut respecter les droits de la donneuse pour avoir un traitement sauf et aussi les droits des enfants qui seront nés, notamment l'accès aux origines. Et surtout, pour les femmes avec plus de 40 ans, il faut évaluer tous les paramètres, faire une évaluation complète de la situation et discuter la question avec l'équipe clinique pour optimiser les chances, ne perdre pas le temps parce que maintenant c'est un peu la course contre la montre si on essaye avec les ovocytes de la femme, mais si on essaye avec un don, la probabilité de grossesse restera stable jusqu'à l'âge de 50 ans. Bon, merci, c'est tout pour l'instant et maintenant je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Docteur Silva. C'était très clair et très complet. Alors, je vais afficher les questions une par une. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Attendez, hop. Alors, existe-t-il une relation entre la vitamine D et les niveaux d'AMH et les niveaux d'AMH peuvent-ils être améliorés? Malheureusement, non. Donc, bien sûr, il faut contrôler les niveaux de vitamine D, ok, ça c'est très important, mais les niveaux de l'AMH, malheureusement, il n'y a pas une manière de les améliorer. Il y a des études, il y a un peu de recherche avec l'utilisation de PRP dans les ovaires,
mais ça, c'est que de la recherche. Okay? Il y a des études qui semblent promissantes, mais pour l'instant, tout ça est considéré encore expérimental parce que ça concerne un nombre de patients qui est faible. Je connais personnellement quelques cas. Malheureusement, je ne connais aucun cas dans lequel ça a vraiment amélioré, mais je sais que ça semble, c'est une voie de recherche qui est plus en plus utilisée et je pense que éventuellement, peut-être dans 2, 3, 4 ans, on ne sait pas, on aura plus d'informations. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas une bonne solution pour augmenter l'AMH. Bien sûr, il y a pas mal de choses dans le marché qui revendique ce pouvoir, mais sincèrement, rien n'est éprouvé. Il n'y a pas une manière de l'augmenter. Il y a la DHEA aussi, mais bon, toutes les études plus élargies qui ont été faites n'ont pas confirmé toutes les tendances qui ont été trouvées dans un premier moment. D'accord, ok. Il y avait justement une question sur le PRP aussi, donc ça, c'est ce que vous venez de dire, non? C'est une technique qui est très exploratoire encore. Oui. C'était celle-ci la question, mais c'est ce que vous venez de dire, non? C'est très exploratoire et il n'y a pas encore de résultats vraiment probants. Nous pratiquons le PRP intra-utérin, ok? Pas le PRP intra-ovaire. Quelle est la différence? Donc, le PRP est un produit que nous l'utilisons à l'intérieur de l'utérus pour des cas des femmes qui ont des endomètres trop fins. Nous avons déjà une certaine expérience avec ce type de cas et nous avons obtenu des résultats très favorables et nous le pratiquons toutes les semaines. C'est quelque chose qui est vraiment routinière pour nous actuellement. Les injections intra-ovariennes. Nous ne sommes pas encore complètement confortables avec ça parce que c'est un peu ce que vous dites, Stéphanie. C'est un traitement qui est encore un peu exploratoire et nous n'avons pas, parce qu'injecter quelque chose aux ovaires est une décision très forte. Okay? Et donc, entre les risques et les bénéfices, nous préférons de ne pas prendre les risques. Je sais qu'il y a des cliniques qui le font. Nous envoyons les patientes vers ce type de centre, mais jusqu'à présent, je vous dis sincèrement, je ne connais pas aucun cas dans lequel on a eu des améliorations significatives associées au PRP. Ça peut changer, mais à mon avis, pas pour l'instant. Très clair. Existe-t-il une relation entre l'anémie et l'infertilité? Alors, c'est une question difficile parce que l'anémie peut être liée à pas mal de maladies. Et donc, normalement, on dit toujours que si une femme est saine, la probabilité d'infertilité sera inférieure. Alors, il faut voir qu'est-ce qui cause l'anémie. Okay? Et donc, s'il y a quelque chose derrière, peut-être que oui. D'une façon, disons, plus objective, je dirais que non. Mais normalement, quand nous avons une anémie, nous essayons de contrôler ça. Donc, il faut que la femme, son stade de santé soit équilibré avant d'avancer avec un traitement, avec une tentative pour tomber enceinte. Donc, la relation est plutôt une relation entre un bon stade général de santé et donc le fait que le corps est préparé pour la grossesse. Il n'y a pas, disons, l'anémie, ce n'est pas un symptôme. Ah, vous ne m'entendez pas? Allô? C'est bon? Vous ne m'entendez? Stéphanie, vous m'entendez? Allô? C'est bon, Stéphanie? Alors, je suis désolée, je pense qu'il y a un problème technique.
Est-ce que... Vous m'entendez, Stéphanie? Oui, Est-ce que vous il entendez y le a des... docteur Silva? Oui, apparemment, c'est de votre côté, Stéphanie, parce qu'il y a des... Je ne sais pas. Bon, je vais continuer à D'accord, parler. c'est donc moi qui dois avoir un problème, je pense. Oui, éventuellement parce que j'écoute quelque chose de votre côté. Je ne sais pas. Bon, alors, donc, comme je disais par rapport à l'anémie, c'est quelque chose qui est plutôt un symptôme de quelques autres soucis et on ne sait pas exactement quoi. C'est pas, disons, on peut pas dire cette femme, la cause de l'infertilité de cette femme, c'est l'anémie ou le contraire, elle est infertile et comme ça, elle a une anémie. Donc, disons, c'est pas une liaison directe. Stéphanie, je ne sais pas si vous m'écoutez. Je vais poser une autre question. Alors, je n'entends pas les réponses, je pense. Je vais poser une autre question au docteur Silva. Quelles sont les autres alternatives lorsqu'on a plus de 45 ans et que l'on ne peut pas passer par le don d'ovocytes? J'espère qu'on va entendre la réponse du docteur Silva. OK. Alors, donc, la seule solution, c'est tout d'abord évaluer la réserve ovarienne. Si la réserve ovarienne est compatible avec une stimulation, il faut le faire dès que possible. On peut faire le cumul d'ovocytes, tel que je vous ai dit. Mon conseil, c'est toujours de tester les embryons avant le transfert à cause des risques associés au facteur âge. Mais il n'a vraiment pas grand-chose de différent, ok? Parce que il faut, mon idée, normalement, notre suggestion en tant que clinique, c'est toujours de faire le cumul d'ovocytes, essayer de cibler un certain nombre d'ovocytes, par exemple 8 ovocytes, je ne sais pas, bon, on a perdu Stéphanie, je vais continuer. Non, Stéphanie, vous êtes là? Bon, je continuerai à parler. Stéphanie, vous êtes là? Vous m'entendez? Non. Alors, Stéphanie, vous m'entendez? OK. Stéphanie, je ne sais pas si vous m'entendez. OK, bon, il y a des personnes qui disent qu'ils m'entendent, donc je continue à parler. Alors, c'est ça. Donc, malheureusement, il n'y a vraiment pas une alternative ici. Donc, on peut faire des stimulations à Je répétition. Il m'excuse faut car je pense que je dois avoir un problème avec la connexion, mais comme vous entendez le docteur Silva, je vais passer les questions au fur et à mesure pour être sûr que vous avez les réponses à toutes vos questions. OK. Et donc, il faut cibler un certain nombre d'ovocytes. C'est normalement, je En dis, quoi consiste le hatching et dans quel minimum cas de... est-il conseillé? Pour continuer la réponse antérieure, je pense qu'il faut cibler un certain nombre d'ovocytes, peut-être 10 ovocytes par exemple, et ensuite faire des stimulations, cumuler les ovocytes, congeler et avancer avec la fécondation des ovocytes dès que tout soit bon. Alors, hatching, qu'est-ce que c'est ça? On fait l'hatching, c'est faire un trou dans l'embryon, normalement à J5 ou J6, au stade placé, ou peut-être un peu, même au stade morula, on peut déjà le faire. C'est pour aider l'embryon à l'éclosion de l'embryon. Ça, c'est un pas qui est très important pour l'implantation de l'embryon. Et donc, nous, on le fait toujours, par exemple, avec les embryons congelés. Il faut évaluer l'embryon. C'est une décision technique au niveau du laboratoire. On voit si l'embryon a une membrane externe très épaisse, on fait le hatching. Donc, on ne le fait que dans les cas où il est nécessaire. On ne charge pas un montant extra pour le faire. C'est quelque chose qui est vraiment très
technique au laboratoire, et donc c'est au laboratoire de l'évaluer avant de le faire. Stéphanie, on peut passer. Prochaine question. Bon. Alors, je ne sais pas. Je pense que Stéphanie ne m'écoute pas, donc peut-être qu'il faut... Je ne vous écoute pas, Stéphanie. Vous êtes... Alors. Ok, je vous passe très bien. Je vous passe les questions au fur et à mesure. Merci beaucoup. Okay. Combien de stimulations ou combien d'ovules sont nécessaires en moyenne pour qu'une femme de 42 ans obtienne suffisamment d'ovules pour produire suffisamment d'embryons génétiquement sains? C'est une excellente question. À l'âge de 42 ans, normalement, 20 ovocytes. C'est ce que la statistique nous dit. Je sais que c'est énorme et parfois, pas toutes les femmes âgées de 42 ans ont cette capacité. On peut essayer de faire le cumul. Normalement, je dis aux patientes, on essaie d'avoir minimum 10 pour vous donner déjà une chance acceptable. Mais en théorie, selon la statistique, ça sera environ 20 ovocytes. Prochaine question. Stéphanie. Stéphanie. C'est bon. Stéphanie, il faut aller à la prochaine question. Je suis absolument désolée. Donc, je vous pose les questions une par une. Après la stimulation, vitrifiez-vous les embryons viables et poursuivez-vous la stimulation pour obtenir plus d'ovules ou procédez-vous au transfert directement? Les deux choses sont possibles. Okay? Normalement, alors, il y a une décision à prendre. Par exemple, si on fait une stimulation et nous avons des ovocytes et nous avons des embryons viables, on gagne, en principe, on gagne rien pour faire le cumul d'embryons. Sauf si, par exemple, on va faire le diagnostic génétique préimplantatoire. Il y a aussi une question économique associée. Donc, ma stratégie préférée, c'est de congeler les ovocytes, pas les embryons, faire le cumul d'ovocytes, féconder tous les ovocytes en même temps, avoir des embryons, faire la culture embryonnaire jusqu'à J5, J6, et ensuite faire le DPI pour tester les embryons et congeler ces embryons, bien sûr, attendre les résultats du DPI et faire le transfert embryonnaire plus tard. Pourquoi faire le cumul d'embryons? Sincèrement, je ne vois pas un avantage dans ce sens parce que c'est plus cher. C'est comme des traitements indépendants. Okay? Donc, on ne gagne peut-être rien de faire le cumul d'embryons, en faire le cumul d'embryons si on peut faire un cumul d'ovocytes. Donc, bien qu'on peut le faire, il y a une exception dans la loi portugaise qui nous permet de faire le cumul d'embryons. Ce n'est pas quelque chose que en tant que clinique, nous préconisons. Ce n'est pas la stratégie idéale, c'est préférable de cumuler les ovocytes, féconder, vérifier quels sont les viables. C'est parce qu'actuellement, avec la congélation d'ovocytes, on a déjà plus de 90% de probabilité de survie à la congélation. Donc, ça nous permet de suivre cette stratégie d'une façon confortable. Prochaine question. Stéphanie, prochaine question.
Pourquoi recommandez-vous que les donneuses soient non anonymes? Par plusieurs raisons, en fait. La première question, c'est parce que c'est un droit des enfants qui seront nés après le traitement. Et donc, la décision de partager ces informations avec les enfants reste du côté de la famille. Cependant, ça c'est quelque chose que si la donneuse est anonyme, et c'est en théorie une porte qui sera fermée pour toujours. Lorsque si les donneuses sont non anonymes, c'est une décision qui appartient à l'enfant d'avoir accès à l'identité de la donneuse ou pas. Une autre chose qui est très importante, c'est que, par exemple, avec les banques d'ADN qui existent actuellement, okay, ça, c'est pas fiction scientifique, c'est ce qu'on a déjà actuellement. Nous avons, il y a des histoires, et même en France, il y a une association qui s'appelle PMA Anonyme, qui se dédie à trouver l'identité des donneuses d'ovocytes et des donneurs de sperme. Actuellement, dans 3, 4, 5 heures, c'est possible de trouver l'identité d'une donneuse. Et donc, par cette raison, c'est Stéphanie, vous êtes. Donc, il y a une différence seulement entre trouver une donneuse qui sait déjà qu'elle va être trouvée, que son identité sera révélée aux enfants qui ont été nés après le traitement, ou avoir une donneuse qui n'attend pas, qui ne sait pas qu'elle pourra être contactée, qui ne sait pas que son identité sera révélée. Ça pourra déclencher des réactions de réjection avec les enfants. Ça pourra, et aussi cette personne qui est une donneuse ouverte, elle a été conseillée avant de faire le don, elle a été d'accord pour révéler son identité et elle sait déjà, elle attend d'être contactée, lorsque le contraire, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que d'ici à 10 ans, les dons non anonymes seront la réalité partout. Actuellement, on voit qu'il y a des pays comme l'Angleterre, la Suède, la Danemark, l'Austrie, les Pays-Bas, la France, enfin, tous les pays, disons, le Portugal, bien sûr, la Grèce. Donc, je pense que d'ici à 10 ans, tous les pays auront des dons non anonymes. Il y a même aussi une déclaration de la Commission européenne disant que ça, c'est un droit universel, l'accès aux origines, et qu'on ne peut pas enlever ce droit aux enfants qui seront nés. Donc, je pense que c'est une question de temps avant que tous les pays ont ce type de législation, et je pense que ça, c'est sans doute le mieux pour les enfants. Moi, j'ai travaillé avec les dons anonymes jusqu'à 2018 et avec les dons non anonymes à partir de 2018, et je peux vous dire, avec mon expérience personnelle, initialement, j'étais très concerné. Je pensais qu'on va perdre les donneurs, etc. Ça sera très difficile pour nous. Non, c'est exactement le contraire. C'est beaucoup plus facile. Les donneurs sont beaucoup plus confortables avec cette solution et les patientes sont beaucoup plus confortables aussi avec cette solution. Donc, je n'ai aucun doute que ça, c'est la meilleure solution. OK. Je m'excuse encore pour les problèmes techniques, mais ça y est, je suis revenue. Du coup, on va continuer sur le don d'ovocytes. Il y avait une question qui est: quelle est l'attente moyenne pour un don d'ovocytes chez vous? Il n'a pas d'attente moyenne. Ça dépend essentiellement de facteurs médicaux. Parce que si on a, et aussi un peu l'organisation de tout le traitement. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas une question d'attente parce que nous avons des traitements immédiatement disponibles, c'est plutôt une question logistique d'organisation du traitement. Donc,
3 mois pour faire un traitement. Bien sûr, si une femme arrive à côté du fin du limite d'âge, nous sommes capables de tout organiser dans une semaine, 2 semaines, si c'est possible sur un point de vue clinique. Okay? Mais actuellement, 3 mois pour organiser les choses. D'accord, ok. Toujours sur le don, donc à 39 ans, nous avons fait 5 FIV qui ont donné à chaque fois un embryon viable, mais pas de grossesse. On nous conseille le don d'ovocytes, mais nous avons encore un mince espoir qu'une FIV classique puisse marcher. Qu'en pensez-vous? Alors, ça c'est, disons, un cas typique parce que j'imagine que le problème c'est que vous n'avez pas fait le DPI et donc on ne sait pas quelle est la viabilité génétique de vos embryons. Donc, je dirais que c'est une décision très personnelle. Si vous avez encore cet espoir, 39 ans, c'est pas trop, donc on peut faire une dernière stimulation pour essayer d'avoir un bon nombre d'embryons et faire le DPI. Avec le DPI, ça ne va pas augmenter les chances de grossesse, ok? Ça, il faut être clair par rapport à ça, mais ça va vous donner les informations sur la viabilité de vos embryons. C'est-à-dire, si les embryons ont une constitution chromosomique correcte, on avance. Bon, non. En fait, si les embryons ont une constitution chromosomique correcte, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer sur des facteurs autres que l'embryon. Parce que probablement, parmi les 5 FIV que vous avez déjà fait, il y avait déjà des embryons viables. Et donc, il faut évaluer l'endomètre, il faut évaluer l'immunité. Enfin, il faut chercher une autre raison pour découvrir qu'est-ce qui n'était pas bien. Et donc, après évaluer tout ça, et si nous contrôlons tous les facteurs, on va faire le transfert de cet embryon précieux, l'embryon qui sera génétiquement viable. Par contre, si on n'arrive pas à avoir un embryon viable, déjà après 5 FIV échoués, on va vous dire, bon, sans doute, on peut continuer à essayer, mais c'est peu probable. Okay? Et dans ce cas, il va falloir prendre une décision qui pourra être ne pas faire aucun traitement ou avancer avec un don d'ovocytes qui vous donnera des meilleures probabilités. Donc, je pense que ici, dans ce cas, déjà avec 5 FIV échoués, ça c'est un cas que je dirais typique et avec une très claire indication vers le DPI pour pouvoir prendre une bonne décision. Bien sûr, si vous êtes déjà à la limite, je dirais que c'est complètement acceptable de passer directement au don. Ok, j'espère que la réponse convient. Alors ensuite, existe-t-il d'autres tests génétiques préimplantatoires plus fiables que le PGTA? Non. Alors, PGTA, c'est une désignation générique. Okay? Ça signifie Preimplantation Genetic Test for Aneuploidies, c'est-à-dire c'est le dépistage génétique préimplantatoire pour des aneuploïdies, c'est-à-dire des altérations chromosomiques numériques. Donc, il y a plusieurs techniques pour faire le PGTA. Il y a nous essayons, donc il y a des laboratoires qui ont des types de PGTA plus poussés que l'autre, mais finalement, tout sera relativement pareil. Actuellement, les cliniques plus grandes, les plus importantes au niveau international, utilisent tous les mêmes types de techniques et même tous mais même les mêmes laboratoires de génétique. Donc, en principe, malheureusement, non. Ok, c'est très clair. Combien coûte l'ensemble du protocole avec tous les examens sans le don d'ovocytes? Donc, j'imagine, alors après, ça doit dépendre des protocoles. Oui, alors, oui, bien sûr. Donc, une FIV a un coût normalement de 4 950 €. Il faut ajouter le coût des médicaments,
En France, par exemple, c'est gratuit. Au Portugal, ça coûte environ 400-500 euros. Il y a des pays où ça coûte environ 2000 euros. Ça dépend vraiment du pays où la personne est. Donc, ensuite, le DPI a un coût, si ça c'est le cas, bien sûr, 790 euros plus 360 euros pour chaque embryon testé. Donc, avec 2-3 embryons, ça va coûter 500, 2000 euros, dépendant un peu de la réalité de chaque patient. D'accord. On peut faire le cumul ovocytaire, ça ajoute environ 2000 euros pour chaque ponction additionnelle. Donc, il faut, normalement, c'est préférable d'avoir un devis personnalisé. On va voir ce qui se passe, quelles sont les situations, et on peut présenter un devis plus organisé, point par point, et adapté à la situation spécifique de chaque patiente. Ok, merci. Combien de temps faut-il attendre pour le transfert après la dernière stimulation? Ou peut-être entre deux transferts également, d'ailleurs. Oui, alors ça dépend un peu du type de protocole. On peut même faire un transfert frais et donc aucun temps d'attente. Ou on peut faire, par exemple, un cumul ovocytaire avec le DPI et ensuite, dès que nous avons les résultats du DPI, nous pouvons avancer. Il faut penser toujours que quand on fait une préparation de l'endomètre pour un transfert, soit des embryons congelés obtenus avec les ovocytes de la femme, soit avec des embryons obtenus, soit des embryons obtenus avec un don d'ovocytes, le cycle artificiel, ça pourrait être fait en cycle naturel, le cycle artificiel, mais ce sont des cycles, même les cycles artificiels, ce sont des cycles qui simulent les conditions naturelles. Et donc, on peut le faire même dans des cycles consécutifs. Bien sûr, s'il y a une fausse couche, la situation est un peu différente. Mais en théorie, d'un cycle à l'autre est toujours possible. D'accord. Merci. Lors de l'ICSI, que signifie la préparation de l'antral et la préparation de l'endomètre? En quoi consiste-t-elle? Alors, préparation de l'antral, je vous avoue que je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Mais il y a parfois des protocoles de préparation de ce que nous appelons le priming des estrogènes. Je ne sais pas si c'est le cas. Bon, alors, qu'est-ce que ça signifie? Il y a, dans un cycle d'ICSI, il y a deux phases. Une phase de stimulation des ovaires pour obtenir un nombre plus élevé de follicules. Et dans chaque follicule, théoriquement, si tout va bien, on aura un ovocyte qui sera viable si tout se passe bien. Et on peut prélever des ovocytes, féconder au laboratoire et faire le transfert vers l'utérus. Si le transfert n'est pas fait sur le même cycle que l'obtention des ovocytes, il faut faire une préparation de l'endomètre. C'est-à-dire, c'est quand nous divisons le cycle en deux parties. La stimulation pour avoir des ovocytes, le transfert dans lequel nous préparons l'utérus et on fait le transfert embryonnaire. Donc, j'espère avoir répondu. Je pense, oui. Hop. Qu'est-ce que vous pensez de la maturation des ovocytes après la ponction, l'IVM? Est-ce que ça augmente les chances d'avoir un enfant pour les femmes avec une réserve ovarienne basse? Bon, malheureusement, je ne crois pas. L'IVM est une technique qui a été un peu abandonnée. Okay? Au passé, il y a peut-être 15 ans, ça semblait un peu prometteur, surtout pour les femmes qui avaient le syndrome des ovaires polykystiques, qui
qui étaient à risque d'avoir une hyperstimulation, pour les femmes qui avaient un cancer dans lequel il faut commencer la chimiothérapie tout de suite. Et à ce moment-là, on faisait des ponctions dans une phase plus précoce du cycle pour prélever des ovocytes qui étaient encore immatures. On faisait la maturation en vitro de ces ovocytes avant de les féconder. Les ovocytes qui sont immatures après une ponction normale, disons, normalement ont des problèmes de développement. Et donc, la probabilité qu'à travers une maturation in vitro, qu'avec ça, ils deviennent des ovocytes viables est, pour être sympa, très, très faible. Okay, je dirais, voire. Donc, je ne pense pas que ça soit une solution pour les femmes avec une réserve ovarienne basse. Okay? Okay. C'est quelque chose qui est pour un autre type de patiente et que même pour cet autre type de patiente a été déjà un peu abandonné. Ok, c'est très clair. Et la dernière question, si jamais il n'y en a pas d'autres, est-ce que vous recommandez un set avec le PGT-A ou plus des embryons pour le transfert pour les femmes de plus de 40 ans? Je ne suis pas sûre de très bien comprendre la question, mais certainement vous la comprenez mieux que moi. Oui, non, c'est le transfert d'un seul embryon. Okay? Ah oui, ok. Et donc, oui, sans doute, okay? C'est toujours recommandé. Donc, l'idéal, le cadre idéal, et surtout parce que ce que j'ai montré concernant le risque obstétrique, c'est qu'il faut penser à ça, penser au risque obstétrique. Et donc, si nous transférons un embryon qui a été évalué, analysé génétiquement et qui a une constitution chromosomique normale, c'est pas la peine de faire le transfert de plus qu'un seul embryon, surtout parce qu'il y a même d'autres études qui indiquent que la présence simultanée de plus qu'un embryon dans l'utérus peut déclencher des problèmes, des réactions de réjection immunitaire qui peuvent causer la perte des deux embryons. Donc, le transfert d'un seul embryon a l'avantage du point de vue obstétrique, moins de risques, sans aucun doute, mais ça c'est aussi l'alternative moins agressive, disons, du point de vue immunitaire. Ok, d'accord. Il reste 2 questions et après on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 1h20, enfin, sauf si vous en avez des importantes. Mais donc il y en a une qui était que recommandez-vous pour améliorer un spermogramme? Mon Dieu, non. Vaste question. Non. Quand je dis non, c'est il n'y a pas vraiment une bonne alternative pour ça. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on trouve. Il y a des vitamines, des complexes de plusieurs éléments qui sont indiqués pour améliorer la qualité du sperme. Ça peut jouer un rôle positif pour des cas comme proxide, ce genre de choses, dans les cas où la qualité spermatique est un peu aux limites. Cependant, pour la majorité des patientes, malheureusement, ça ne joue pas une différence énorme, surtout si on va faire une ICSI. Dans ce cas, c'est vraiment pas la peine. Malheureusement, c'est faire une vie saine. Bien sûr, il y a des cas de varicocèle, dans les cas et dans ce genre de cas, une chirurgie peut sans doute améliorer le scénario. Mais pour la grande majorité des patientes, il n'y a presque rien qu'on peut faire. Et donc, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. La bonne nouvelle, c'est que la science actuellement a déjà une réponse pour aider les hommes qui ont des problèmes avec la qualité de son sperme, pour aider ce type d'hommes à devenir des parents, mais ils resteront avec le problème. Okay? Sauf pour des rares cas où on peut faire une petite chirurgie pour enfants, par exemple pour le varicocèle. Pour le reste, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. D'accord.
Ok, et donc il y avait une double question. En quoi consiste un ovaire polykystique et qu'est-ce qui rend l'ICSI difficile dans ce cas? Et la personne précise qu'elle a un kyste de 4 cm dans un ovaire et elle ne sait pas si cela peut entraver une Non. FIV. Le gynéco dit que ça n'entrave pas une grossesse. Non, ça n'a rien à voir. Ok, les ovaires polykystiques, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une caractéristique de cause probablement génétique que certaines femmes ont plusieurs ovocytes de follicules dans ces ovaires. Ce n'est pas un seul follicule, ils sont des follicules très petits et vraiment beaucoup de follicules. Le problème, c'est que ça s'est associé à des déséquilibres hormonaux assez importants qui empêchent l'ovulation et qui causent pas mal de risques. Donc, ce sont des femmes qui n'ovulent pas à cause de ce déséquilibre de l'ovulation et aussi avec ça, à cause de ça, on ne peut pas faire une stimulation ovarienne trop forte parce que le risque d'avoir une hyperstimulation ovarienne est aussi assez important. Donc, ce sont des femmes qui ont pas mal d'effets secondaires dans le type de traitement et donc il faut faire beaucoup d'attention à ce type de cas. Normalement, ce genre de problème arrive dans un âge plus jeune. Donc, c'est typiquement avant les 35 ans, la majorité des patientes avec ce type de problème. Et donc, nous avons des stratégies pour le traiter. Il ne faut pas faire le transfert dans le même cycle que la stimulation ovarienne. Donc, la qualité ovocytaire parfois n'est pas aussi l'idéal. Donc, il y a pas mal de choses, de stratégies à suivre. Et c'est tout un autre topic. Ouais. Ok. Ok. Eh ben, on est arrivé au bout des questions. Donc, merci infiniment, Dr Silva, pour votre temps, pour votre disponibilité, pour la clarté des réponses. Je m'excuse encore une fois pour tous les problèmes techniques. J'espère que vous avez quand même réussi à avoir toutes les réponses à vos questions. Voilà, donc merci encore. Il y a il y a beaucoup de merci dans le chat. Je ne sais pas si vous les voyez, mais en tout cas. Merci à tous et surtout bonne chance pour ceux qui essayent encore d'avoir un enfant. Et voilà, je reste à votre disposition. Si je peux vous aider, je serai ici. Sinon, bonne chance pour le traitement. Et voilà. Et encore une fois, merci pour l'invitation, Stéphanie. Je vous en prie. Merci à tous. Bonne soirée et à bientôt. À bientôt. Au revoir.